Je vais passer la parole à Marc-André Seloz, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et professeur aux universités de Gdańsk en Pologne et de Kunming en Chine. Marc-André, je vous rappelle que vous avez là, vous aussi, 25 minutes pour jouer, pour nous, voilà, sur une seule santé. Donc, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais donc lancer un diaporama duquel je vais m'aider pour vous introduire ce concept. Voyez-vous bien ma première diapositive ici? C'est bon, Marc-André. Très bien. Alors, c'est parti pour une seule santé. Alors, le mot peut paraître un peu obscur, car bien qu'il soit à la mode, il n'est pas encore extrêmement vulgarisé, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous introduire ça à partir d'un certain nombre d'exemples qui, de surcroît, pour le premier d'entre eux, ont été réellement historiquement des exemples moteurs. Alors, je vous emmène en Inde et dans les pays limitrophes où il y a des vautours. Le vautour shogun, c'est un des vautours dont autrefois la population était la plus importante. Et ces vautours, en fait, en Inde, eh bien, ils proliféraient sur les carcasses des animaux, notamment donc des bovidés que là-bas on élève, on utilise comme animaux de trait, mais qu'on ne mange pas. Donc il y a énormément de viande, et effectivement on avait une population de vautours qui étaient en gros les charognards de tous ces animaux, notamment les animaux de trait utilisés dans ces régions-là. Ces animaux ne sont pas toujours en très bonne forme. Et pour les aider à travailler alors même qu'ils souffrent, on a souvent recours à des analgésiants comme le diclofénac ou le kétoprophène. Et en fait, la viande de ces animaux, notamment ceux qui sont en fin de vie et dont l'état est le plus précaire, était souvent pleine de ces molécules-là. Or, ces molécules-là, eh bien, elles sont toxiques pour les vautours. C'est un vrai problème parce que ça détruit leurs reins et leur foie, et en fait, ça les tue. Donc, en réalité, la population s'est complètement écroulée, et on a eu 98% d'extinction de ces vautours. Alors, en soi-même, bon, ça peut paraître anecdotique. Le problème, c'est que les carcasses étaient là. Elles étaient toujours là. Et vous voyez comment on est en train de rentrer le doigt dans un processus écologique, alors qu'au début, on pensait simplement traiter un problème circonscrit à l'animal, les douleurs et la fatigue physique qui finissaient par le rendre moins efficace. Vous voyez qu'on bascule là dans l'écologique et le boomerang revient. Ça a provoqué une prolifération de chiens. Dans la dernière vingtaine d'années, on a eu 5 millions de chiens sauvages en plus. Et ces chiens, eh bien, ces chiens sont porteurs de la rage. Évidemment, ils mordent l'homme. Ça représente 30 000 vies humaines perdues par an en Inde. Et pour les soins, qui ne sont donc pas toujours suivis de succès, 32 millions d'euros de coûts, ce qui est absolument énorme dans un pays comme ça, où ces 32 millions d'euros pourraient être bien mieux affectés au service du bien-être de la population. Et voilà comment un geste, d'abord bénin, mais aussi un geste qui touchait à l'animal, touche en fait finalement aux écosystèmes et par là, dans le fonctionnement écosystémique, aux hommes. Bon, j'ajoute aussi qu'il y a certaines populations indiennes pour lesquelles le fait que le corps soit dévoré par des vautours, c'est quelque chose qui est une sorte d'intercession pour boucler le grand cycle de vie et de réincarnation. Et donc, pour ces populations-là, il y a sur un plan culturel quelque chose qui a été irrémédiablement perdu, puisqu'il n'y a plus les auxiliaires de ce qui, dans ces représentations du monde, est la porte de la vie éternelle. Alors, vous allez me dire que c'est un cas un petit peu isolé, et puis que d'ailleurs, au fait, c'est un cas qui n'est pas très végétal. Alors, je vous en ai dégoté un autre. Et je dois vous dire que les premières diapositives que je vais vous montrer ne sont pas des diapositives très agréables. Nous touchons au médical et je vais vous parler d'une mycobactérie qui est responsable de l'ulcère de Buruli, un problème de peau qui va grandissant sur des surfaces croissantes et qui tout simplement en fait détruit la peau. Cette mycobactérie donc fait partie du groupe des microbactéries où on retrouve la lèpre, et vous voyez quelque chose ici qui est semblable à cela, et aussi la tuberculose. Alors on va vite passer cette image absolument détestable. Avec 2000 cas par an, c'est la troisième mycobactériose dans le monde et elle est transmise par des punaises d'eau qui en fait peuvent finalement finir dans l'alimentation humaine indirectement par le biais du poisson ou même peuvent piquer l'homme.
Alors, cette maladie-là est en réapparition en Guyane. On parle de quelques unités de cas par an, mais elle est en progression chez nous. Et il y a eu une série d'études qui a été réalisée et qui montre un petit peu le scénario complexe qui mène à la réémergence de ces mycobactéries, là où elles étaient peu actives. Alors, en réalité, le concept central, c'est que c'est une déstructuration de la nature des interactions dans les écosystèmes. J'ai essayé de vous le faire simple. Le papier que je cite n'est pas très, très simple à expliquer. Tout commence par une constatation. C'est qu'il y a un lien entre la surface agricole et urbaine, la surface déforestée, et dans les écosystèmes, le nombre de liens, notamment dans les écosystèmes aquatiques, qui existent entre des proies et des prédateurs. En gros, ce nombre de liens, il est maximal, vous le voyez, quand la surface déforestée est minimale. Alors, ça veut dire que quand finalement on déforeste, on voit chuter le nombre d'interactions entre espèces proies et espèces prédateurs, simplement parce qu'en fait, on est en train de déstructurer l'écosystème. Or, quand on regarde en fonction de liens qui sont sous-jacents à ce nombre de liens proie-prédateur, quand on regarde les effets du nombre d'espèces proies par espèce prédatrice et du nombre d'espèces prédatrices par espèce proie, avec le nombre de punaises infestées par la mycobactérie, on s'aperçoit de deux choses. Premièrement, là, plus le nombre de liens entre prédateurs et espèces proies est réduit, plus on a une infestation des punaises. Vous voyez que la courbe augmente. Et puis, ça c'est le deuxième facteur, pour ce qui est du nombre d'espèces proies par espèce prédateur, on a une courbe qui est plutôt en cloche, une cloche qui est peu prononcée quand le précédent facteur est élevé et qui devient beaucoup plus prononcée dans les autres cas. Et vous voyez qu'il y a une densité, un nombre intermédiaire d'espèces proies par espèce prédateur en moyenne, on a un maximum d'infestation des punaises. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est quand on déforeste, on décharne les liens dans l'écosystème. Et on arrive à une augmentation finalement par le biais d'un changement de la connexion dans les chaînes trophiques entre les proies et les prédateurs, on arrive à une augmentation de l'infestation des punaises et donc finalement on arrive à une situation où on va transformer cette perte de diversité d'interaction, c'est-à-dire entre les proies et les prédateurs, en une hausse du degré d'infestation des vecteurs. Voilà. Vous déforestez et la maladie, si je peux m'exprimer ainsi, sort de la forêt. Alors, c'est une étude un tout petit peu complexe, parce que pour le coup, là, on ne comprend que par une étude écologique un peu fine des réseaux trophiques, des réseaux d'interaction entre proies et prédateurs, notamment dans les écosystèmes aquatiques, pourquoi, à un moment, les punaises sont plus infectieuses. Vous voyez que finalement, on est ici dans une action sur l'écosystème qui revient vers l'homme. Avant, on était dans une action sur des animaux, des organismes animaux qui revient vers l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui va diriger l'émergence de ce concept One Health. Alors, qu'est-ce que c'est que le concept One Health ? En français, c'est une seule santé. Je vous propose qu'on continue à l'appeler comme ça. Le mot est un petit peu obscur. Le concept, il naît autour des années 2000 pour une approche plus intégrée et unifiée de la santé publique, dans ces liens, on les a devinés là, avec la santé animale et, entre guillemets, la santé de l'environnement. Et en fait, ça naît au niveau des interactions entre trois entités de l'ONU qui s'occupent d'alimentation, qui s'occupent de santé et de l'eau. Ces trois entités de l'ONU s'aperçoivent qu'elles ont des conflits de prérogatives parce qu'en fait, souvent, elles gèrent des choses qui sont semblables. La santé, ça dépend effectivement d'autres choses que simplement la santé. Et finalement, oui, il y avait des conflits de prérogatives qui en fait cachent des complémentarités dans l'action de chacune de ces entités de l'ONU. En gros, l'idée, c'est qu'il y a une seule santé. Il n'y a pas de santé de l'homme sans santé des animaux et sans santé de l'environnement. Alors ça fait un peu rire parce que effectivement, on aurait pu mettre sans santé des plantes aussi. Et on ne voit pas très bien pourquoi les animaux sont tellement singularisés dans les écosystèmes. Alors on y reviendra. Mais vous comprenez que ça veut dire que écologues, médecins et vétérinaires ont leur mot à dire pour essayer d'améliorer l'état de santé de la population par le biais d'actions sur d'autres compartiments ou en limitant ou en rendant plus pensées les actions sur d'autres compartiments
comme les animaux et les écosystèmes. Alors, je voudrais maintenant, dans un second temps, illustrer ce propos par des problèmes de résistance aux antibiotiques qui vont d'abord partir de l'animal et puis, vous allez voir, qui vont nous rapprocher étroitement des plantes. Alors, vous savez que les animaux sont souvent traités par des antibiotiques. Il y a deux raisons à cela. Il y a une raison bien connue, qui est le fait qu'ils peuvent être malades et que, comme nous, les antibiotiques les soignent de leur maladie. Mais en fait, c'est plus compliqué. Parce qu'on s'aperçoit qu'appliqués à de très basses doses, les antibiotiques aident à la croissance des animaux. Indépendamment même d'avoir un effet antibiotique, à de très faibles doses, ils jouent sur la croissance. Vous avez ici la croissance de cochons qui, en trait continu, n'ont pas reçu d'antibiotiques et en trait discontinu, ont reçu des antibiotiques. Vous voyez qu'ils grandissent plus vite, en jours après le sevrage. Et on obtient effectivement des améliorations de croissance de ces animaux en leur donnant des antibiotiques. Alors, par parenthèse, hein, l'effet est maintenant à peu près connu. Ces antibiotiques vont modifier le microbiote intestinal et provoquer une dérive du microbiote intestinal vers des microbiotes appauvris en espèces qui correspondent à des microbiotes qu'on retrouve chez les individus obèses. En gros, cela favorise, par un effet sur le microbiote intestinal, un microbiote obésifiant. Donc c'est très bien en termes de croissance, sauf que du coup, on donne des antibiotiques en plus des circonstances de soins, et donc les cochons vont se retrouver à recevoir beaucoup d'antibiotiques, et ça fait toute une population de bactéries qui est soumise à une sélection de bactéries résistantes, puisque les résistantes survivent bien. Puis vous savez que non seulement quand on met des antibiotiques, les bactéries résistantes survivent mieux que les autres, d'autant mieux que les autres ne sont plus là, mais en plus, et surtout, eh bien, les résistances qu'elles ont se transmettent aux bactéries voisines. Et donc, ensuite, ça se disperse dans la population bactérienne d'une espèce à l'autre. Alors évidemment, les antibiotiques ont été interdits très rapidement, notamment en Europe, pas partout encore dans le monde, dans leur utilisation pour améliorer la croissance. On a limité leur utilisation au cas où les animaux sont effectivement malades. Donc on ne les utilise plus que comme antibiotiques au sens strict et non plus comme facteur de croissance. Voilà par exemple le cas du Danemark. En 2000, la communauté européenne va interdire l'utilisation de ces antibiotiques. Alors vous voyez que c'est des tonnes d'antibiotiques pour le Danemark, hein, ça fait un petit peu peur quand même quand on voit ça. Vous avez jusqu'en 2000 une colonne bleue, c'est les antibiotiques utilisés pour soigner les animaux, et une colonne rouge, c'est les antibiotiques comme promoteurs de croissance. En 2000, ça s'arrête, mais vous voyez que, en fait, le nombre d'antibiotiques qu'on met dans les animaux pour les soigner des pathogènes va lui continuer d'augmenter et qu'il est 2 fois supérieur à la quantité d'antibiotiques qu'on donne à l'homme dans le même temps au Danemark. Ça veut dire que les antibiotiques que l'on donne aux animaux sont responsables des 2/3 aux 3/4 finalement de la pression de sélection qui va sélectionner des antibiotiques résistants. Alors vous allez me dire, bon, et alors? Et alors c'est simple. En France, 150 000 personnes par an attrapent une maladie liée à un microbe résistant aux antibiotiques et 12 000 en meurent. Dans le monde, c'est un demi-million de personnes qui meurent chaque année d'une bactérie résistante aux antibiotiques. Et on compte que d'ici 2050, ce sera 60 millions de morts par an. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur un réel problème de santé publique et qu'il est effectivement temps d'utiliser les antibiotiques strictement là où c'est nécessaire, parce qu'effectivement, plus on les utilise largement, plus on augmente la base de sélection de résistance. Alors vous allez me dire, c'est toujours pas des plantes. Il était une fois une maladie des agrumes, qu'on appelle la maladie du dragon vert ou du verdissement du citronnier, qui est due à un ensemble de bactéries du genre Liberibacter, mais qui pose de gros problèmes parce que d'abord ça tue les arbres et dans une dernière saison de fructification, ça vous donne des fruits assez amusants, enfin c'est à moitié amusant pour le producteur, puisque vous voyez que ces fruits sont à la fois déformés et en partie incapables de perdre leur couleur verte, en partie incapables de mûrir, d'où le nom de maladie du dragon vert. Alors, cette maladie qui finit par tuer les arbres, elle est très problématique, on ne sait pas la soigner, on a beaucoup de mal à juguler les populations de cicadelles qui la transmettent, et il y a une solution, alors vraiment in extremis, qui est l'utilisation de tétracycline, donc d'antibiotiques aussi utilisés chez l'homme, en pulvérisation foliaire notamment. Alors ça marche, semble-t-il assez bien, de façon pilote, et sous la pression
des exploitants qu'on peut imaginer être effectivement complètement désemparés et affolés devant la prolifération de la maladie, eh bien, il y a eu des autorisations de pulvérisation foliaire en Floride. Hasarder dans l'environnement des antibiotiques, n'est-ce pas, qu'on utilise pour l'homme, c'est augmenter considérablement, d'une façon déraisonnable, la sélection de résistance, en l'occurrence au tétracycline. Donc vous voyez, on est sur des retours comme ça, qui sont maladroits. Mais en réalité, le principal péril en matière de retour sur la santé humaine n'est pas autour des résistances aux antibiotiques, mais autour de la résistance aux antifongiques. Alors en fait, les antifongiques sont aussi des formes d'antibiotiques, mais destinées plus exactement aux champignons. Et je vous emmène maintenant au Danemark, aux Pays-Bas, pardon. On est toujours dans le nord d'Europe, cela dit. Et aux Pays-Bas, il y a énormément de cultures maraîchères et notamment florales. Et ces cultures sont confrontées à des infections par des aspergillus, notamment des aspergillus fumigatus. Donc, il faut utiliser des fongicides. Alors qu'il nous soit ici permis de faire une petite parenthèse sur les fongicides et les champignons. Les champignons sont très proches évolutivement des animaux. Alors ça, c'est très important, hein. Dans l'évolution, les champignons vrais, les oomycètes, comme on dit, donc les basidiomycètes, les ascomycètes, où se cachent la plupart des agents effectivement pathogènes des végétaux, sont nos plus proches parents dans l'évolution. Ce qui veut dire que très souvent, les molécules qui nous touchent, les touchent et vice-versa. Ça veut dire que beaucoup de fongicides sont toxiques. En ce moment, il y a un grand débat sur les inhibiteurs les SDHI, les inhibiteurs des succinates déshydrogénases, qui, pour le coup, semblent être en fait toxiques pour l'homme aussi. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'on a une telle proximité évolutive que ce qui les touche nous touche souvent, parce qu'en fait, c'est une propriété commune avec l'ancêtre commun dont il s'agit. Bref, le nombre d'antifongiques qu'on peut mettre sur l'homme est très limité, si on ne veut pas abîmer l'homme. Or, pour le coup, aux Pays-Bas, et c'est aussi vrai pour les autorisations de mise sur le marché d'antifongiques à destination des végétaux, parce qu'il faut que les gens qui les appliquent n'en soient pas intoxiques. Or, aux Pays-Bas, on a beaucoup donc utilisé un antifongique de la famille des triazoles, notamment pour les cultures florales, le tébuconazole. Or, la famille des triazoles, c'est une famille qui est relativement inoffensive pour l'homme et qui donc permet notamment de réaliser des traitements dans le cas d'aspergillose humaine. Mais le problème des aspergilloses humaines, qui est un problème très important notamment pour les individus immunodéprimés, et là encore on est sur 1 million de cas par an dans le monde, ces aspergilloses qui peuvent être invasives et entraîner la mort, eh bien, on les traite avec des triazoles. Or, dans les pays où il y a beaucoup de triazoles dans l'environnement, eh bien, Aspergillus fumigatus est devenu résistant. Hier, aux Pays-Bas, 60% des infections par les triazoles pouvaient être soignées. Pardon, 60% des infections par les Aspergillus fumigatus pouvaient être soignées par des triazoles. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. 90% par endroit aux Pays-Bas sont résistants, 90% des infections sont résistantes aux triazoles. Donc c'est un vrai problème. Et on voit ici que ce qu'on a fait sur le végétal influe sur notre santé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur le végétal. Ça veut dire que finalement, les points de contrôle à observer et les conséquences, ce n'est pas simplement les conséquences sur l'environnement proximal du végétal ou sur le végétal lui-même. C'est parfois un peu plus compliqué. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui montrent la persistance d'effets distaux de ce que l'on fait en agriculture, de ce que l'on fait sur le milieu pour l'homme. Je vous ai cité des exemples donc plutôt agricoles, mais il ne faudrait pas en déduire qu'il n'y a que la gestion des milieux agricoles qui est problématique. D'ailleurs, la déforestation que je vous montrais au moment de l'ulcère de Buruli est de ce type-là. D'une façon générale, c'est toutes les actions, il n'y a pas d'agribashing derrière mon propos, c'est toutes les actions sur le milieu qui sont susceptibles de poser problème. Alors maintenant, je voudrais en venir aux limites de cette vision et m'énerver un petit peu sur finalement un concept qui reste dans l'œuf. Il est prometteur, mais il reste dans l'œuf. Vous voyez que l'idée, c'est l'homme, l'animal et l'environnement. Une fois de plus, on est dans une sous-représentation du végétal qui est assez effrayante. On vit dans un monde où 90% de la biomasse est végétale, mais on est un foutu de lacter. Et je ne vois pas pourquoi la santé animale, je vous ai même montré les exemples de ça, pourquoi la santé animale plus que la santé végétale. Bon. Alors ça, c'est le vieux problème auquel vous et moi,
Dans notre Société nationale d'horticulture de France, on est tous sensibles, hein, on est sensible à la plante, mais on a un peu l'impression des fois que les gens ne voient que des plantes toute leur vie sans les voir. Bon. Plus sérieusement, ok, il y a l'environnement, mais quand je lis des textes ou quand j'entends parler d'une seule santé, je me demande où sont les écologues. Souvent, je ne les vois pas beaucoup, je ne les entends pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, c'est encore une histoire où les vétérinaires et les médecins ont pris la main, mais sans nécessairement l'idée qu'une interdisciplinarité est à créer. Et d'ailleurs, quand je dis que les vétérinaires et les médecins prennent la main, ce n'est pas toujours évident pour les vétérinaires. Juste vous citer un exemple d'actualité, on a un conseil scientifique qui s'occupe donc de conseiller le président sur la Covid. Il n'y a pas de vétérinaire. Alors que ce virus vient de l'animal, les coronavirus ont été très largement étudiés chez les animaux et les méthodes de soins et de traitement connues sont très largement des méthodes développées pour des animaux, que ce soit d'élevage ou de laboratoire. En particulier, les vaccins ARN ont été depuis très longtemps testés sur des souris. Et voilà. Donc déjà, entre vétérinaires et médecins, une certaine querelle sinon de préséance, du moins de chapelle, n'est pas toujours de nature à laisser les seconds s'exprimer. Non. Mais ça, c'est un détail. L'autre chose, c'est que moi, je ne sais pas, moi, je suis plutôt écologue. C'est pour ça que je m'énerve un peu que les écologues ne parlent pas. Bon, alors, vous allez me dire, ok, ils prêchent pour sa chapelle, mais je vais vous dire un truc. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est la santé d'un écosystème. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la santé d'un écosystème? La santé d'un animal ou d'une plante, ça peut se lire facilement. C'est quelque chose qui réduit, pour un évolutionniste en particulier, c'est quelque chose qui réduit la capacité à faire des descendants. Hein, soit vous mourrez tout de suite, soit vous êtes un peu moins efficace et vous faites moins de descendants. Bah, pour un écosystème, ça ne se reproduit pas un écosystème. C'est ses membres qui se reproduisent. L'écosystème, il ne fait pas des descendants. Hein. L'endroit est toujours là, mais il n'est pas habité de la même façon le lendemain. Alors, je vous entends très bien, vous êtes en train de dire, oui, il chipote. Il chipote parce que, en fait, ça veut dire qu'il y a certaines modalités de fonctionnement de l'écosystème, certaines façons de fonctionner de l'écosystème qui permettent d'être en bonne santé et d'autres pas. C'est ça, c'est une métaphore, la santé de l'écosystème. C'est un écosystème, on va l'appeler en santé, quand, métaphoriquement, hein, quand il permet que l'homme soit en bonne santé. Bon, d'accord, vous voyez que c'est une approche très anthropomorphique de l'écosystème et pas du tout écologique. Et là déjà, vous voyez que dans une seule santé, l'idée que les écosystèmes ont une santé, on sent crucialement, conceptuellement, l'absence de l'écologie. C'est démontré par ce que je viens de vous dire. C'est que même le nom et l'énoncé du concept est déjà la preuve que l'écologie est une sorte de haillon dont on a vêtu le concept. L'autre chose qui est compliquée et qui est moins une limite du concept qu'une limite de notre façon à le mobiliser, c'est que les écosystèmes où nous sommes et dont dépend notre santé, eh bien, nous n'y sommes pas toujours. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais pour me faire comprendre, je vais vous emmener au marché. Alors là, on est au marché, il y a plein de plantes. Hein. Là, pour les coups, voilà les produits de l'horticulture et du maraîchage. Il y a aussi quelques produits forestiers. Alors regardez, j'ai des pastèques qui doivent venir d'une serre d'Espagne, j'ai des girolles et des trompettes de la mort, dirait-on, qui viennent d'une forêt quelconque, sans doute d'Europe centrale. Je distingue des pommes qui sont sans doute normandes, des ananas qui m'emmènent aux Caraïbes, peut-être ailleurs sous les tropiques. J'ai des avocats qui viennent peut-être d'Israël, sous le porte-monnaie de la dame. Derrière, j'aperçois quelques poireaux, et là, je sens que peut-être qu'il y a des choses qui viennent de Bretagne. Ah, vous sentez qu'en fait, nous sommes connectés à des écosystèmes extrêmement divers. Et ça commence à être assez difficile d'envisager l'enveloppe des écosystèmes qui doivent être en bonne santé, comprenez, fonctionner dans certaines conditions et pas d'autres, et qui sont donc importants pour notre santé. Vous voyez que ça commence à être très dilacéré et très difficile de comprendre, ou alors encore même de vérifier que ce qui s'y passe et qui amène à ce qui est sur ces étals se passe bien. Se passe bien, et d'ailleurs se passe bien, certes, mais pas que pour nous, aussi pour les gens qui y sont.
Car dans ces écosystèmes-là, il y a des gens. Par exemple, dans ces bananeraies, pour lutter contre le charançon du bananier, on a des années durant, et alors même qu'au milieu des années 70, les États-Unis en avaient interdit l'utilisation épandue de la chlordécone, en luttant efficacement contre la maladie, et avec des stades de lutte où effectivement la banane résultante était très bonne pour la santé des consommateurs. Le problème n'était pas là, le problème il s'est posé sur ces sols qui ont été durablement contaminés et les eaux littorales qui ont été durablement contaminées, qui font que maintenant, on ne peut plus rien faire pousser dans ces régions-là, ce serait toxique. Et surtout, il a fallu arrêter de pêcher sur tous ces littoraux-là. C'est le désastre, notamment de la Basse-Terre en Guadeloupe et de nombreux autres endroits. Donc, si vous voulez, la santé, c'est aussi la santé des gens qui sont là-bas. Et ce n'est pas toujours évident de le voir au travers des effets de la banane que nous mangeons sur notre santé à nous. Donc, c'est un concept qui est quand même assez difficile à cerner et pourtant, vous pressentez que c'est surtout le consommateur qui, en y étant sensible, peut être l'acteur majeur de la réalisation de ce programme. Voilà. Donc, c'est les écosystèmes dont nous dépendons et dont la santé peut influencer celle de l'homme en général et de nous en particulier, eh bien, ils sont parfois lointains et pas forcément visibles. Retournez au marché et vous en apercevrez. Et puis, il y a une toute dernière chose que je voudrais dire avant de terminer, c'est que dans tout ça, c'est plat. D'ailleurs, vous avez vu, le dessin, il tient à plat sur votre écran. Il manque une dimension, c'est celle du temps. J'ai eu l'occasion, dans un exposé à l'Académie d'agriculture qui est en ligne, mais aussi dans un TEDx d'AgroParisTech qui a eu lieu samedi dernier et qui va être bientôt mis en ligne, d'expliquer que l'évolution est la belle au bois dormant de l'agriculture et plus généralement de notre action sur le milieu. Car très souvent, nous raisonnons tous étant évolutionnistes sans vraiment prendre en compte opérationnellement ce que c'est que l'évolution. D'ailleurs, notre façon d'utiliser les antibiotiques, c'est une façon qui ne tient pas compte de l'évolution, puisqu'en fait, le lendemain, elle nous désarme en sélectionnant des résistances aux antibiotiques. Et il existe des moyens d'utiliser les mêmes antibiotiques avec des rotations d'antibiotiques dans le temps ou des unités spatiales d'application des antibiotiques, des planifications spatiales d'utilisation des antibiotiques qui pourraient nous éviter d'avoir des résistances. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de vision d'évolution, on n'a pas l'idée que nos gestes sont en fait des gestes qui sélectionnent des choses dans la nature. Et donc, One Health, c'est bien, mais il manque une quatrième dimension. C'est la vision évolutionniste des systèmes et de savoir exactement ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera demain. D'ailleurs, en quelque sorte, l'histoire de mes vautours ou l'histoire de mes résistances aux antibiotiques et aux fongicides, ce sont aussi des adversités d'une mauvaise gestion des écosystèmes au regard d'une pensée évolutive. Donc, vous voyez, One Health, une seule santé, c'est une bonne prise de conscience, mais elle a ses limites. On les voit déjà. Il serait peut-être temps de convoquer l'écologie et l'évolution dans notre façon de gérer les milieux, c'est-à-dire de gérer leur écologie et leur évolution. Voilà, nous sommes au pays de Lamarck. Je vous rappelle que c'est des Lumières qu'est sortie la théorie de l'évolution. Et sur cette image qui me ramène à l'endroit d'où je vous parle, j'espère que vous aurez vu que derrière ce concept, il y a un petit pas dans la bonne direction, mais les autres nous attendent. Et sans tous ces autres pas, eh bien, nous continuerons à faire les mêmes erreurs que la génération suivante ne manquera pas de nous reprocher. Merci Marc-André. Un auditeur écrit « Passionnant, mais ça fait peur ». En tout cas, bravo pour ces éclaircissements. Je vais prendre les quelques questions que je vois arriver. Et puis-je répondre sur la peur, Michel? Non, mais pas du tout pour moi, mais bon. Ça fait peur, mais moi je ne suis pas collapsionniste. Et ce que je dis, c'est qu'on a quelques disciplines qui sont là et qui peuvent nous aider. En tout cas, c'était très pertinent. Alors, il y a Philippe Regnault qui pose sous forme de question: un écosystème en bonne santé égale un écosystème résilient? Point d'interrogation. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais c'est une bonne remarque. Je pense, oui. C'est un concept à introduire. Merci de le faire. Bon, un écosystème, même un écosystème eutrophisé, où l'eau est rendue toxique par des cyanobactéries, il y a là des trucs qui arrivent quand même à manger ces cyanobactéries. Enfin, il y a un écosystème, il y a un fonctionnement. D'accord? Donc, par contre, nous, en termes de capacité à utiliser cette eau, à y élever des poissons, c'est foutu. Donc, si vous voulez, il y a des écosystèmes qui ne sont pas bons pour nous, mais qui fonctionnent, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, ils fonctionnent. Je ne veux pas dire qu'ils sont en mauvaise santé. Après, il y a effectivement un problème, c'est que vous pouvez voir l'écosystème comme un ensemble de processus,
Et la question, c'est est-ce que cet écosystème, il est capable ou non, quand il est un peu perturbé, de continuer à réaliser ces processus. Et on pourrait effectivement dire, bah oui, la santé, c'est ça. C'est la résilience, c'est-à-dire la capacité, quand il y a une perturbation, à revenir au point de départ, c'est-à-dire pas exactement aux mêmes espèces, pas exactement à la même configuration, mais à l'accomplissement des mêmes fonctions. Oui, alors on peut le définir comme ça. Mais vous voyez, c'est quand même une extension de sens. Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne met pas résilience, du coup, et c'est une bonne remarque. Hein. Pourquoi on ne met pas résilience dans le diagramme? Ben, moi, je vais vous dire pourquoi on ne met pas résilience. Parce que ce n'est pas pensé écologiquement encore. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est une très bonne remarque, oui. Alors, une autre question. N'y a-t-il pas des substituts aux antibiotiques pour lutter contre les virus dans les végétaux? Ou des pistes de substituts au niveau de la recherche? Alors, bon, on parlait de bactéries pathogènes de ces végétaux. Et donc, la recherche s'est portée sur soit des molécules capables de tuer ces bactéries quand elles sont dans la plante, soit une maîtrise des vecteurs. Mais donc, visiblement, la maîtrise des vecteurs, et ça, j'en sais trop rien, je parle de la maladie du dragon, là, n'a pas marché. Vous remarquez qu'on a aussi des problèmes en France, nous, avec les phytoplasmes de la flavescence dorée. On a beaucoup de mal à maîtriser les vecteurs et à maîtriser la propagation de la maladie. Et pour le coup, après, une fois que les phytoplasmes sont dans les cellules de la plante, on ne sait pas quoi faire non plus. Les bactéries des plantes, c'est un petit peu difficile à gérer. Et c'est pour ça que souvent, les vecteurs sont la meilleure façon de faire. Donc voilà, alors après, ce n'est pas les virus des plantes. Les virus des plantes, c'est encore autre chose. Et là, je crains bien qu'on ait surtout euh, l'action sur les vecteurs et pas beaucoup d'action sur les virus eux-mêmes dans ces cas-là. Alors, l'idée aussi, c'est que les antibiotiques ont un défaut, c'est qu'ils ont une qualité. Ça, c'est vrai aussi bien en santé humaine qu'en santé végétale. Hein. Ils ont un spectre large. Donc, quand vous avez une maladie, appliquer un antibiotique, c'est pratique. Mais comme ils ont un spectre large, le nombre de microbes sur lesquels ils font peser une pression de sélection est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on tend à essayer de ressusciter une méthode moins simple, qui est la phagothérapie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la phagothérapie, mais ça consiste à utiliser des virus qui rendent malades des bactéries. Et ils sont assez spécifiques. Donc, ce qu'il faut, et c'est ça qui fait que la phagothérapie est difficile, ce n'est pas comme un antibiotique que vous pouvez prescrire comme ça. Et puis, si ça ne marche pas, on en prescrit un deuxième et il marchera. Non, comme ils sont très spécifiques, les virus qui atteignent les bactéries sont des parasites très spécifiques de chaque bactérie. Il faut d'abord isoler la bactérie, puis une fois qu'elle est en culture, tester différents virus d'une collection, voir ceux qui marchent, et ensuite administrer ceux qui marchent. Alors, c'est donc beaucoup plus lourd. Simplement, comme ces virus n'affectent que l'espèce pathogène, le nombre d'individus sur lesquels va peser la sélection pour la résistance sera plus petit. Or, ça c'est un truc vraiment important à retenir, c'est que, mettons qu'une mutation ait une certaine probabilité d'apparaître. Je suis désolé, on a des drosophiles au labo qui sont en train de proliférer sur une culture de champignons et ne devraient pas, donc j'essaie d'attraper des moucherons qui volent autour de moi, excusez-moi. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que plus on a d'individus dans une population, plus à proportion donnée de mutation, à taux de mutation donné, plus on a de chances qu'apparaisse un mutant favorable. C'est dans la situation actuelle une des choses qui fait qu'on a intérêt à vacciner le maximum de gens, parce que tant qu'on aura beaucoup de virus en circulation, chaque virus ayant une probabilité identique de muter, plus vous avez de virus, plus vous aurez de mutants à la fin. Et donc, plus vous aurez de chances d'avoir des emmerdes. Et donc, à l'inverse, si vous avez une façon de taper sur la bactérie qui est spécifique de la bactérie qui pose problème et qui n'est pas à large spectre, eh bien, en fait, la population sur laquelle va être sélectionnée pour être résistante sera plus petite. Et vous aurez moins de chances de voir apparaître la résistance. Je ne sais pas si mon raisonnement était clair, mais c'est un des avantages de la phagothérapie, c'est qu'elle est plus lourde, plus chère, mais elle sélectionne moins de résistance. Enfin. Il y a une question un peu politique, là. Marc-André, je te la pose. Les responsables mondiaux de la gestion de la pandémie connaissent-ils ce concept d'une seule santé et ont-ils déjà planifié nos futurs systèmes de production et de consommation? Les vrais responsables, ils se caractérisent par un outil que je vais vous montrer. C'est toujours facile de dire les responsables. Ça, c'est une carte de responsabilité. C'est vous qui faites le marché. C'est votre consommation qui fait le marché.
D'accord? Donc, une chose est de dire, effectivement, il y a des décideurs. Alors, je vais répondre à la question, parce que cette question est pertinente. Il faut se rappeler que les décideurs opérationnels, c'est ceux qui font le marché. Et ça remonte directement à une autre des marottes, qui est la formation des plus jeunes et du public à comprendre la complexité de l'environnement et les enjeux. C'est une gageure, ça. Alors après, les décideurs, je ne sais pas très bien. Je dirais que d'une façon générale, il y a eu quand même beaucoup de discussions autour de l'origine de ce virus et du fait qu'il vient quand même de la mise en contact de l'homme avec des animaux sauvages qu'il ne rencontrait pas avant, soit pour des raisons alimentaires, soit pour des raisons de défrichement de nouveaux milieux. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les maladies émergentes. C'est qu'on va au contact d'une vie naturelle avec laquelle on n'était pas en contact avant, et souvent c'est associé en fait à des perturbations des écosystèmes où vivent ces bestioles-là. Si vous voulez un exemple de virus qui est typique de la perturbation des écosystèmes, c'est le virus Nipah. Alors, Nipah, ça s'écrit NIPA. Hein, je vérifie tout de suite, NIPA. Voilà. Ah non, il y a un H. Voilà, j'ai toujours une NIPAH. Allez voir sur Wikipédia, vous verrez, c'est écrit en lettres de feu là-dessus. Alors, à l'échelle globale, oui, on est au courant, mais le problème, et sans désigner de grands pays où ce serait évidemment le cas, c'est que dans le cadre de nos échanges économiques internationaux, nous dialoguons avec beaucoup de pays où ce concept n'a pas encore fait route et où la gestion de l'environnement et les modalités de production ou de vie des gens ne sont pas du tout aux standards qu'on a par contre dans les pays d'Europe, par exemple. Et donc, tant qu'on continuera à faire du commerce avec ces pays-là, non seulement il y aura une forme de distorsion de concurrence sur le plan économique, mais en plus, il y aura le risque que ce qu'ils font mal, vu que nous avons des flux d'échanges élevés, puisqu'il n'y a pas de barrière à ces échanges avec des pays qui n'ont pas nos standards de ce point de vue-là, plus on aura des risques de voir revenir chez nous les problèmes créés chez eux. Je crois que je suis assez clair. Hein, là. Pas besoin de dire qu'un virus dont on appelle les variants par leur lieu d'origine a aussi eu une origine. Donc on ne dit pas dans son nom, mais bon. Bah oui, vous avez remarqué, on parle de variant anglais et sud-africain, mais on ne parle surtout pas de l'origine du virus. Alors ce politiquement correct, il cache qu'effectivement, il y a des endroits du monde où cette prise de conscience est moins avancée, et en tout cas, si elle est avancée dans les élites, moins opérationnelle. Ça, c'est clair. Et que avoir des échanges avec ces endroits du monde, c'est devenir de fait des membres de ces écosystèmes et en récolter les maladies ou au contraire le bien-être. Alors, je vais prendre une dernière question avant de conclure où j'aurai différentes informations à passer. Jean-Daniel Béguin, il dit l'intensification est venue avec l'augmentation des populations, mais comment revenir en arrière sans chimie et maintenir l'alimentation des populations et l'économie locale? Bon, alors je vais te demander d'être assez court quand même dans ta réponse. Ouais, j'ai 2 heures. Non, 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 2 minutes. Michel, je vais essayer d'être très court. Non, mais voilà. Mais je pense que la question est intéressante quand même. Oui, c'est une très bonne question. Je vous propose de vous déplacer en 1750 et d'avoir une petite discussion autour de l'idée de voler. Oh, c'est évident que l'homme ne vole pas et il ne volera jamais. C'est évident. Donc, aujourd'hui, nous avons créé une agriculture qui a une efficacité quantitative remarquable et qui a une grande vertu qui est d'avoir nourri l'humanité. On s'aperçoit que, par contre, d'un point de vue qualitatif, il y a quelques problèmes sur l'environnement et sur la santé humaine. Je vous recommande beaucoup la cohorte Agrican, AGRICAN, hein, c'est les mutualités agricoles qui ont travaillé avec l'INSERM sur la santé des agriculteurs. Bon, il y a un prix qualitatif et il faut qu'on améliore ça. Alors, est-ce qu'en l'améliorant, on va retourner à l'âge de pierre? Je ne suis pas amiche. Ce que je pense, c'est qu'il faut inventer les gestes qui vont avec. Et alors, je ne sais pas comment je peux faire pour partager ça, mais il y aura une base de données après. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais essayer après, quand j'aurai fini de répondre, de le mettre dans la fenêtre de discussion. D'accord? Il y a un article qui est paru dans Science et qui étudie, c'est une méta-analyse de méta-analyse, ça couvre 15 000 études au total et qui regarde qu'est-ce qui se passe dans toutes ces méthodes qui diversifient l'agriculture. Agriculture bio, permaculture. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces permacultures? Qu'est-ce qu'il y a? Agroforesterie.
Qu'est-ce qu'on trouve dans cette méta-analyse? On trouve que, effectivement, on a des améliorations significatives de tout un tas de fonctionnements écologiques. Et 2, on n'a pas significativement de baisse de rendement. Alors, ce que ça veut dire qu'il y a tous les cas, avec des baisses et des augmentations, mais quand vous faites la moyenne, et l'écart type, ils recouvrent 0. Et ça, c'est très important, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas démontrer que ça marche mieux ou moins bien en quantité, ça dépend des cas. Et ça, c'est très important. Et en plus, ça dépend des cas, et je voudrais revenir sur l'exposé précédent de Jean-Noël. La sélection peut tout, il faut croire aux sélectionneurs. Et aujourd'hui, quand on fait de l'agriculture bio, quand on fait de l'agriculture en permaculture, en fait, on n'a pas les variétés qui sont sélectionnées pour ça. Donc, si vous rajoutez la sélection, moi, j'ai un espoir positif. Et cet espoir positif, il peut se décliner de la façon suivante. Il y a d'autres façons de faire. On ne peut pas par hasard être tombé sur la seule façon possible du premier coup. Ça revient à dire en 1750, l'homme ne volera jamais, on va arrêter de faire de la recherche sur le vol. Il faut continuer à faire de la recherche. Quelques-uns vont s'écraser, c'est sûr, mais il y a un espoir, c'est de trouver de nouveaux itinéraires techniques. Et là, je le dis très fortement, eux aussi auront des défauts que nous devrons ensuite gérer. Mais je ne peux pas croire que par hasard, nous ayons trouvé d'emblée la seule solution pour l'agriculture. Eh bien, on va rester sur ces mots. Grand merci à toi, Marc-André. Merci. D'autant plus que tu répondais à un agriculteur. Donc, je n'ai pas dit que c'était facile et je n'ai pas dit qu'il faut l'imposer aux agriculteurs avec des textes. Non, mais... J'ai dit qu'il faut faire la recherche qui va avec. Et moi, je ne fais pas l'agribashing, mais je pense qu'un agriculteur souffre déjà. Il y a l'agri-loving qui est beaucoup mieux. OK, voilà. Donc, grand merci à toi. Alors, juste